Alors, la question qu'on va toujours se poser en mécanique, c'est est-ce que réellement ce qui se passe à l'atelier suit une loi normale? Parce que si on applique les théories de la loi normale alors qu'elles ne se suivent pas, on a du mal à trouver des résultats cohérents. Alors, une première expérience qui montre que globalement, beaucoup de choses tendent vers une loi normale naturellement, c'est cette planche qu'on appelle la planche de Galton, où il va y avoir des petites billes qui vont tomber avec des clous qui vont, on voit bien, les clous c'est 1 sur 2, hein, ils sont répartis. Voilà, ici vous avez un clou, ouais, une fois sur deux. Hein. Donc quand une bille tombe, elle rencontre un clou et elle a une chance sur deux d'aller à droite ou à gauche. Et on va voir comment finissent les billes. Le trou qui est ici, dans un premier temps, on va l'aligner avec le centre. Voilà, grand. Voilà, là ici, j'ai bien mon trou qui est complètement aligné avec le centre. Et je vais laisser tomber des billes pour voir comment elles se répartissent. Je vais d'abord laisser tomber 5 billes. Donc c'est comme si je venais de faire 5 pièces. Alors, vous voyez que ces 5 pièces qui ont été faites en réglant vraiment bien. Ma machine est vraiment réglée sur le milieu. Et pourtant, à cause d'aléas, donc ici vous voyez le nombre d'aléas, vous avez 1, 2, 3, 4, en tout ici écrit 6 lignes, vous avez 6 aléas possibles, qui sont donc au hasard, hein, c'est comme du pile ou face, hein, de toute façon quand une bille tombe sur un clou, elle va à droite ou à gauche, le clou étant rond, c'est le parfait hasard qui décide. Ben, avec 8 paramètres, on arrive à ce que toutes les billes, les 5 billes, ne sont pas tombées au centre, loin de là. On voit qu'il y en a qui sont allées plus à gauche et d'autres plus à droite. Donc on voit bien que si la loi est normale dans la théorie des grands nombres, donc la théorie des grands nombres, je vous ai dit, ça peut être 1000, 10 000, 100 000, 1 million de billes. Mais quand on a peu de billes, et nous à l'atelier on fait peu de pièces, on peut faire que quelques pièces, l'interprétation est différente. Là on ne peut pas du tout dire qu'on a une loi normale, comme ça a priori. Bon, évidemment la loi normale c'est qu'on en aura plus. Donc on voit bien que de façon aléatoire, si j'ai 8 éléments, alors les 8 éléments ça peut être quoi? La machine, ça peut être l'opérateur, ça fait déjà 2 éléments, ça peut être l'outil que j'utilise, 3e élément, ça peut être le porte-outil, le mandrin, l'étau, 4e élément, ça peut être le système de lubrification, 5e élément, ça peut être le type de plaquette qu'on a monté ou comment on a fait les jauges, 6e, 7e élément, et puis voilà, on arrive. C'est rare d'avoir moins de 5 éléments qui interviennent dans l'obtention d'une cote, et on en a souvent beaucoup plus non maîtrisés. Parce que bien sûr, il y aura aussi la vitesse, l'avance et la profondeur de passe. En revanche, ceux-là sont maîtrisés, c'est-à-dire qu'une fois qu'ils sont écrits dans le programme, ils ne peuvent pas varier, comme ici quand on rencontre un clou, hein, c'est-à-dire qu'il y a une variation. L'avance ne peut pas varier, si elle est programmée, elle sera juste. Donc on parle bien ici d'éléments qui sont indépendants du programme. L'opérateur notamment, la machine-outil, le serrage, tous ces éléments extérieurs qui font que les choses ne se reproduisent pas, et même dans la machine-outil elle-même, par exemple, sa montée en température, la température extérieure de local. C'est pour ça qu'on considère généralement qu'il y a au moins 8 possibilités de modifier les environnements. Seul un diagramme d'Ishikawa complet nous permettrait de les mettre tous en relief et de voir ceux qui sont vraiment pertinents. En tout cas, on voit, ça ne ressemble pas à une loi normale. Ça veut dire que là, si je veux interpréter, j'ai du mal. En revanche, par rapport à ce que je visais, les billes sont à peu près au centre. Alors on ne peut pas dire que la bille est au centre, mais la moyenne de toutes les billes ici, des 5 billes, est à peu près au centre. La moyenne des 5 billes. C'est ça qui est très important. On va relancer 5 billes. Toujours avec le même hasard.
Voilà. Et on voit là qu'on commence à dessiner notre courbe en cloche, hein, avec le centre qui est plus grand. Malgré tout, vous voyez qu'il y a certaines valeurs, certaines classes ici qui ne sont pas du tout remplies et d'autres qui le sont beaucoup plus. C'est le hasard. Je vais relancer 5 dernières. Voilà. Donc on a ici une première donnée. Et on voit à quoi ça ressemble. Elles sont toutes alignées au centre assez bien. Et puis après, les dispersions sont plus ou moins grandes. Je recommence tout. Je relance. Le schéma ne correspond pas au même que tout à l'heure. En revanche, la moyenne des 5 est toujours à peu près centrée. Cette fois-ci, plus à droite. Voilà, là ça ressemble pas à une courbe normale, elle n'est pas en cloche, en revanche la moyenne des 10 est à peu près bien centrée. Et voilà. Donc on voit que si on ne peut pas interpréter la valeur de chaque bille, une bille peut être à l'extrême droite ou à l'extrême gauche, en revanche, la moyenne, si on prend des petits lots de 5, ou de 10 ou de 15, plus le lot sera grand, plus la moyenne est représentative. Maintenant, je vais dérégler ma machine volontairement. Et je recommence. Vous voyez que sur les 5 billes, si je fais la moyenne des 5 billes, je vais m'apercevoir qu'effectivement ma machine est décalée vers la droite. Maintenant je la décale vers la gauche. Voilà, là encore, je suis décalé vers la gauche. On voit que la moyenne des 5 billes est bien décalée vers la gauche. Voilà pourquoi on dit que un échantillon de 5 pièces est représentatif. Si je prends 5 pièces de suite et que je fais la moyenne, je peux déduire si ma machine est bien réglée ou mal réglée. Vous voyez, là je vois bien que la moyenne, ma machine est mal réglée de 2 cases vers la droite. Tout à l'heure c'était 2 cases vers la gauche, pardon, et tout à l'heure c'était 2 cases vers la droite. Donc c'est ça la notion d'échantillon. Un échantillon, c'est je prends plusieurs pièces. À l'atelier, si je ne prends qu'une pièce, quel est le risque? Alors on va se recentrer et bien régler la machine. Donc là on suppose que notre machine est parfaitement réglée. Et je lance qu'une bille. Je la mesure. Je vais trouver, alors c'est bon, on considère que c'est des dixièmes chaque colonne, je vais trouver que ma cote est mal réglée puisque je trouve qu'elle est 1, 2, 3 dixièmes à gauche. Donc je risque de prendre mes jauges et de les modifier de 3 dixièmes, mes jauges ou les decks. Alors qu'en réalité ma machine est bien réglée. On voit donc là le danger de ne prendre qu'une seule bille. Alors des fois on aura plus de chance. Voilà. Là on trouvera 1 dixième de trop alors qu'elle est bien réglée. Et là 1 dixième de moins. Donc on voit pourquoi si au lieu de prendre une pièce, mais par exemple 3 pièces, et je fais la moyenne de mes 3 pièces, ces 3 pièces que j'ai produites sont rien réglées, j'ai fait 3 pièces sans toucher aux jauges, sans toucher à rien du tout. Toutes les conditions étaient identiques. Si je fais la moyenne de mes 3 pièces, ça va me permettre de savoir si ma machine est bien réglée. Alors que si je ne prends qu'une pièce, j'ai tout de même des risques de croire qu'elle est bien réglée ou mal réglée et que ça soit faux. 3 pièces c'est le minimum et donc ce qui est conseillé c'est 5.
5, on a moins de risque de se tromper. Évidemment, 10 pièces, on a encore moins de risque, mais après, ça fait beaucoup de pièces de réglage. Voilà, je vais dérégler ma machine de 3 crans et je vais lancer mes 5 billes. Vous voyez que si je fais la moyenne de mes 5 pièces, je vais bien trouver que je suis mal réglé sur la gauche et je vais redresser vers le centre. On va finir à une bille. Voilà, là ça va, j'avais de la chance. J'aurais bien interprété mon résultat. Là aussi, hein, on voit donc là quand on prend qu'une pièce, c'est un coup de chance. Des fois, on a effectivement une pièce qui est bien représentative du réglage. Et des fois, non. Une dernière. Voilà, là c'est moins bien, mais on avait vu tout à l'heure qu'il pouvait y avoir de grands écarts. Pour terminer, on va faire 50 pièces pour voir ce qui se passe. N'oublions pas qu'on a déréglé la machine ici sur la gauche de 3 cases. Et là, vous voyez qu'au fur et à mesure, on voit apparaître la fameuse courbe en cloche. Donc on voit bien que plus on fait de pièces, plus le système devient gaussien, normal, et plus la moyenne tend vers la valeur réelle. Et hop, la valeur la plus grande est bien exactement égale au réglage, avec 50 pièces. Donc on estime, nous en mécanique, que quand on peut faire des lots de 50 pièces, ce qu'on mesure, la moyenne est bonne. Donc là, la moyenne me permet de savoir que je suis décalé de 3 crans. L'étendue, c'est donc la largeur totale. L'étendue de l'échantillon. Dernier point important, la différence entre l'étendue de l'échantillon et l'étendue de la population. Je vais mettre ma pièce bien centrée. Hein. Le but maintenant, c'est plus de faire des essais de déréglage, mais considérer qu'elle est bien réglée et voir un petit peu quel est l'intervalle de tolérance qu'on obtient. Donc je fais un échantillon de 5 pièces. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je trouverai qu'il y a 6 dixièmes d'étendue. Si j'en conclus que mon delta L est de 6 dixièmes, parce que j'ai fait mes 5 pièces, est-ce que c'est vrai? C'est-à-dire, est-ce que j'aurai 6 dixièmes de delta L si je ne fais pas 5 pièces, mais 50? Pour savoir, je relance 45. Voilà, comme tout à l'heure, on tend vers une loi normale avec une moyenne qui se détache clairement comme étant confondue avec le réglage. Et ensuite, on a une répartition. Alors, si on regarde ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On a de la chance, hein, c'est tout de même là une bonne étude. Sur 50 pièces, on aurait 7 dixièmes d'écart, alors qu'on avait 6 dixièmes sur moins de pièces. Si on fait 50 pièces, hein. Maintenant on va supposer qu'on fait 150 pièces, donc on va en lancer 100. Et on va voir ce qu'on obtient. Toujours avec le même réglage, hein, rien n'a bougé, donc c'est la même machine, on considère qu'il n'y a pas d'usure, le même opérateur. Hein, il n'y a pas de phénomène d'usure dans ce cas-là. Hein. Un phénomène d'usure ferait un décalage, là on ne parle pas d'usure. Et voilà, donc on voit que tout doucement, ça conforte bien sûr la médiane et la largeur n'est pas beaucoup plus large. Voilà, ça y est, ça commence. Vous voyez, il a fallu attendre pratiquement plus de 100 pièces pour commencer à voir des pièces devenir de façon aléatoire plus larges. 1, 2, 3.
3, 4, 5, 6, 7, 8. Vider. Et donc on en relance 150 pour finir. Vous voyez, toujours aucune bille au centre. Ça y est, là le centre commence à se remplir. On voit bien comment ces histoires de planches de Galton, grâce au clou, nous donnent bien une répartition aléatoire, c'est jamais la même. Il y a une chance sur deux à chaque clou que la bille aille à droite ou à gauche. Voilà. Et là on voit la courbe qui continue, mais certaines colonnes restent plus vite que d'autres. Et on va voir qu'on n'obtient pas exactement la même courbe que précédemment. Pourtant, on est déjà à 150 pièces, ce qui dans l'aéronautique est déjà un nombre de pièces important. Donc on voit bien que la courbe de Gauss c'est une allure générale, que nous on n'est jamais dans la précision absolue, vu que le nombre de pièces qu'on fait étant suffisamment petit, on n'est jamais dans une courbe de Gauss à 100%. Vous voyez qu'à la fin, c'est tout de même bien la valeur médiane qui est la plus présente. Voilà. Et cette fois-ci, on a une étendue de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dixièmes encore. Voilà donc cette notion d'échantillon, de loi normale. Et on va donc maintenant voir comment on applique ça à l'atelier.